Alors, tout d'abord, merci beaucoup au Conseil national des soins aux animaux d'élevage. Alors, également, merci à Chris, Matthew et Christy, à Gestion Agricole Canada, et également au personnel de l'Université de la Colombie-Britannique pour m'avoir aidé à faire cette présentation. Donc, je vous remercie personnellement de m'avoir permis de présenter quelques idées avec vous. Je suis très honorée que vous participiez à cette discussion. Le titre et la question que je veux poser durant cette séance, c'est est-ce que l'élevage pourra devenir une profession? Bien sûr, l'élevage, c'est déjà une entreprise, une manière de vivre. Tout au moins, c'est un travail. Mais ce que je voulais vous demander, est-ce que ça pourrait être transformé et que ça devienne une profession dans laquelle les gens ont confiance et pas une industrie que les gens veulent réglementer? Donc pour le faire, je voudrais revoir les préoccupations que les gens ont concernant l'industrialisation. Et ensuite, je vais demander comment ça s'applique à l'intensification de l'élevage et également comment la profession peut fournir une autre manière de travailler. C'est un thème assez cérébral et donc j'ai ajouté un petit questionnaire sur l'identification des animaux. Alors voilà, à l'écran, vous avez différents exemples quelque chose pour améliorer l'environnement qui était utilisé il y a une centaine d'années pour améliorer le bien-être de certains animaux en Amérique du Nord. Dessous, il y a une espèce de cage et puis là, vous avez une partie rotative. Et ça, c'était très utilisé. Il y a eu à peu près 20 brevets différents qui ont été donnés depuis les années 1900. Si ce n'est pas vraiment évident pour vous, ce à quoi ça sert, peut-être que lorsque la discussion deviendra trop technique, vous pourrez y repenser. Et puis vous pouvez ajouter aussi, mettez votre réponse dans la petite boîte de questions-réponses parce que j'ai un tout petit prix pour la personne qui réussira à y répondre. Alors ici, c'est une manière un peu bizarre de commencer la discussion sur le bien-être des animaux. Mais je voudrais vous dire comment la société a répondu à l'industrialisation au moment de la révolution industrielle. Et ça va nous aider à expliquer ce que nous voyons aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, dans les années 1700 et 1800, les usines sont devenues la majeure production de textiles, etc. Et les travailleurs traditionnels qui faisaient fonctionner des métiers à tisser chez eux ne pouvaient plus être en concurrence avec ces nouveaux biens manufacturés. Et donc les gens ont dû déménager dans les villes, des villes qui n'étaient pas saines, qui étaient trop peuplées, et ils travaillaient dans des usines qui étaient souvent oppressives et dangereuses. C'était un changement énorme qui a eu lieu dans la société et ça a déclenché beaucoup de regrets concernant ce développement. Et donc, il y a toujours ce scepticisme concernant l'industrie. Et bien sûr, vous voyez, on pensait toujours que l'agrarianisme, qui veut dire la vie à la campagne, où les gens produisent de la nourriture en harmonie avec la nature et la terre. Mais l'agrarianisme, on disait toujours que c'était la meilleure manière de vivre. Vous savez, les agriculteurs sont les meilleurs des hommes. Voilà pourquoi il est possible d'implanter la démocratie ou d'autres formes de constitution dans les régions où la majorité des habitants subsistent de l'agriculture et de l'élevage. Cette idée nous a été transmise jusqu'en dans les années 50 et là, Louis Bromfield, un Américain, a écrit que le meilleur agriculteur est le plus important pilier de l'évolution. Sans lui, la civilisation humaine ne pourrait survivre. Et puis également, durant ce siècle, le poète américain Wendell Berry dit « Nous espérons devenir un peuple en santé dans un pays en santé ». Donc nous avons une préoccupation philosophique en ce qui concerne l'industrialisation, parce que c'était vu comme le remplacement de cette vie agrarienne.
Mais il y avait également une préoccupation pratique. On se préoccupait du bien-être des gens qui travaillaient dans les usines. Il y avait beaucoup qui étaient des femmes, des enfants. Les enfants que vous pouvez voir sur cette ancienne photo. Les gens qui étaient forcés par des contraintes économiques de travailler durant des heures très très longues et dans des conditions épouvantables. C'est un exemple des préoccupations. En 1833, lorsque le Parlement britannique a considéré la réglementation de cet environnement, quelqu'un a apporté son témoignage. On disait, ces somnolentes et épuisées, ces pauvres créatures s'effondrent bien trop souvent parmi les machines, inadéquatement gainées pour la plupart, après que leurs muscles aient été lacérés, leurs os rompus ou leur corps démembré. En Angleterre, la réponse politique a été la loi sur les manufactures. On limitait les heures, on améliorait la sécurité de l'environnement des travailleurs. Donc pour l'Angleterre, en 1802, il y a une loi sur la ventilation et le nettoyage des usines textiles en 1819, 12 heures de travail par jour pour les enfants âgés de 9 à 16 ans en 1844, obligation de clôturer les machines, 1878, interdiction d'employer des enfants de moins de 10 ans en 1901, il y a eu la protection contre la poussière et la fumée, et également on allouait 7 mètres cubes d'espace aux travailleurs pour essayer de s'assurer qu'il y aurait une meilleure qualité de l'air. Donc même la société ne pouvait pas retourner en arrière vers le passé agraire. Au moins, on pouvait protéger le bien-être des travailleurs en réglementant ce qui se passait dans les manufactures. J'ai commencé avec cet historique parce que je crois que ça nous établit la scène pour ce que l'on voit dans les pays industrialisés et la production animale. Donc tout d'abord, pour être clair, nous allons utiliser le terme intensification de l'élevage. Et ça veut dire donc la consolidation des propriétaires. Donc les animaux sont élevés dans moins de fermes et des fermes plus importantes. Ensuite, nous avons la contraction et les parcs d'engraissage et puis un certain niveau d'autonomisation et de réduction des coûts. Avec ces critères, les pays industrialisés ont eu une énorme intensification, surtout dans les systèmes qui utilisent une diète basée sur les grains, donc la volaille, les œufs et quelquefois l'industrie laitière, quelquefois aussi dans la production. Il y a la spécialisation, l'automatisation, les économies d'échelle et maintenant, de plus en plus, la technologie électronique. Les gens qui voient cette intensification comme étant la modernisation, la soutiennent. Certaines agences font la promotion de l'intensification de l'élevage dans les pays pauvres pour réduire la pauvreté rurale et pour améliorer la sécurité alimentaire. Mais pour la population dans les pays industrialisés, la production intensive n'équivaut pas à de la modernisation, mais elle équivaut à de l'industrialisation. On dit que c'est vraiment de l'élevage industriel. Et donc, nous avons cette perception très étendue de l'intensification comme étant un processus d'industrialisation. Et donc, cette perception déclenche une réponse qui vraiment reproduit ce que nous avons vu au début de la révolution industrielle. Au début, il y avait une préoccupation philosophique sur le déclin de la vie rurale et des familles. Alors, par exemple, les fermes familiales ont été remplacées par d'immenses fermes industrielles appartenant à de vastes conglomérats. Et puis, durant le siècle dernier, des sociétés se sont emparées de l'élevage aux États-Unis et ont transformé les fermes familiales en fermes industrielles. Ce sont des citations des États-Unis qui impliquent pour le lecteur naïf que ce sont les grandes corporations qui ont pris le pas. Et donc, lorsqu'on pense à la perte de cette vie agraire, ceci a joué un très grand rôle dans le débat. Par exemple, en Californie, ce débat a conduit à un banc sur certaines manières de produire. Et
Et donc, ils ont essayé de persuader les électeurs, on essayait de défendre la ferme familiale. Et c'est pour ça que ce message sur l'agrarianisme est très, très puissant. C'est donc la préoccupation philosophique. Mais il y avait également une préoccupation pratique sur comment les nouveaux environnements affectaient ceux qui travaillaient. Et donc là, on s'est concentré sur les animaux plutôt que sur les travailleurs. Et puis donc, il y avait les anciennes lois sur les industries, on parlait des normes d'origine. Oups, il faut que je change. Donc, on avait une loi sur l'élevage industriel pour les animaux. Et donc, on voulait réglementer l'environnement physique, par exemple. Et donc, je dois présenter ça. En 88, il y avait une loi pour les poulets élevés au Royaume-Uni. Ils avaient besoin de 450 cm² et 40 cm de hauteur. Et bon, en 2003, vous voyez, c'est passé à 550 cm², en 2012, 750 cm², un perchoir et un nid de la litière. Donc, par exemple, en 2010, on voit les résultats de base du bien-être dans différentes fermes qui utilisent le même genre d'environnement. Nous avons fait une découverte très amusante. Si on prend les poulets à griller, par exemple, une des variables, il y a eu une grande étude qui a vu quels étaient les taux de mortalité. Ça, c'était la boiterie, les lésions aux pieds et aux pattes. Et donc, c'était sur 114 troupeaux de plusieurs compagnies différentes. Et chacune des compagnies a bien voulu garder certains des poulets dans différentes densités qui reflétaient les facteurs commerciaux. Donc, les résultats ont démontré que la densité d'entreposage faisait une différence pour les variables, mais les grandes différences, ce n'était pas concernant l'espace, mais surtout la compagnie. Par exemple, le taux de mortalité dans la meilleure compagnie, c'était un taux de mortalité avant de les envoyer à l'abattoir de 1,4%. Et dans les pires compagnies, le taux de mortalité était de 14%. Et ça, c'est très étonnant. La même chose pour la boiterie. On parlait de aucun oiseau boitant dans la meilleure compagnie, à 90% de boiterie dans les pires compagnies. Pour les lésions aux pattes, 0 à 80%. Lésions aux pieds, 0 à 88%. C'était le même genre d'environnement physique qui était un environnement ouvert. Et donc, ce genre de variation, c'était vraiment ce qui se passait en général plutôt qu'une exception. Après ça, on a regardé 206 troupeaux. Alors, les lésions aux pattes modérées et sévères, de 0 à 72% dans les pires compagnies. Une autre étude de 176 troupeaux, la boiterie allait de 0 à 84% pour ces oiseaux. Donc là, on va changer d'espèce. On va parler des porcelets. Alors, les taux de mortalité sont examinés. Ces statistiques, ce sont des chiffres concernant le bien-être des animaux parce que les jeunes animaux peuvent mourir de faim ou de blessures. Et maintenant, nous avons les truies qui restent dans des aires ouvertes. Il y a une étude concernant 39 fermes et donc la mortalité des porcelets est passée de 5% dans les meilleures fermes à 24% dans les pires. Au Canada, il y a une étude de 30 fermes, donc la mortalité des porcelets c'était 10. Le décès de porcelet allait de 0, je pense que c'était une petite unité, à 50%. Ce qui est très... Un autre exemple, la plupart de l'élevage laitier au Canada et aux États-Unis sont en stabulation libre la plupart du temps. Un de mes collègues a fait une étude de
Ça avait une ferme en stabulation libre et ils ont récolté des résultats sur la boiterie. Et la boiterie, c'était 5% dans les meilleures fermes et 85% des vaches boitaient dans les pires fermes. Donc ça, c'est la règle plutôt que l'exception. 50 fermes au Minnesota, alors boiterie et boiterie grave, 3 à 57%, et puis ensuite 205 fermes au Royaume-Uni, 0 à 79%. Donc là, nous n'avons rien parce que mon objectif, c'est de vous donner beaucoup de chiffres pour vous montrer que pour différentes mesures et différentes espèces, tout ceci nous mène à une conclusion qui est tellement simple qu'on peut l'exprimer avec un tweet. La meilleure science peut être exprimée dans un gazouillis. La Terre est ronde. Les planètes sont en orbite autour du Soleil. Ce sont des tweets très importants au niveau scientifique. Donc voici ce que j'ai à vous proposer parmi d'autres données. Les résultats peuvent varier grandement à l'intérieur d'environnements physiques semblables. Pourquoi? Je crois que la réponse, c'est certainement que les résultats dépendent en partie de l'environnement physique, mais ça dépend beaucoup de l'habileté, des connaissances et de l'attention des éleveurs et de leurs employés. Pour les vaches laitières, par exemple, le risque de boiterie et de blessures aux pieds, c'est relié à l'entretien des litières. Il faut qu'il y ait une litière sèche. C'est affecté par l'hygiène aussi, parce que lorsqu'on marche dans la boue, ça va pouvoir répandre les pathogènes. C'est affecté par l'alimentation aussi, parce que le mauvais régime peut entraîner des problèmes au niveau du métabolisme. Et ensuite, bien sûr, il y a la surveillance et le soin des animaux, parce que si c'est inapproprié, on peut avoir de mauvais mouvements qui vont causer des blessures. Pour le cas des porcelets, le risque de mortalité qui meurent après la naissance, ça peut avoir une influence s'ils sont au chaud et à l'abri des courants d'air, la prise en charge au bon moment, si on porte assistance aux porcelets les plus faibles, si on porte assistance aux truies lors des longs accouchements, et également l'hygiène, parce que beaucoup de morts peuvent arriver lorsqu'il y a une mastite qui a pu causer la réduction de l'approvisionnement en lait. Donc nous voyons ici qu'il y a une différence entre l'intensification et l'industrialisation. Les travailleurs d'usine passaient simplement une partie de leur journée dans l'usine, et lorsqu'on a réglementé le temps et les conditions qu'ils avaient dans l'usine, ça c'était une manière raisonnable de s'adresser aux préoccupations concernant leur bien-être. Mais lorsque les animaux passent toute leur vie sous le contrôle des humains, le bon bien-être pour les animaux dépend moins de l'environnement physique. C'est important bien sûr dans certains cas, mais ça dépend plus des connaissances et des habiletés et du fait que les gens qui les élèvent font attention. Donc si on veut améliorer tout ceci, il faut vraiment se préoccuper des connaissances des éleveurs. Et donc ceci me ramène à l'élevage professionnel, parce que ce n'est pas forcément agraire ou industriel. Il y a une autre option. On peut examiner les professions, le travail qui s'est développé durant le siècle dernier. Et on va voir qu'il y a la partie très sophistiquée qui relève du domaine de la santé. En 1840, lorsque Florence Nightingale a dit qu'elle voulait devenir infirmière, toute sa famille, ses amis étaient horrifiés, parce que ce n'était pas aussi horrible que d'être une actrice ou une prostituée, mais c'était quelque chose qu'aucune jeune femme respectable ferait à cette époque-là. Bien sûr, Florence Nightingale a fondé la première école d'infirmières, et durant les années 1900, après qu'elle ait essayé d'améliorer les conditions des infirmières durant la première guerre de Crimée, les pays progressifs ont commencé à reconnaître les infirmières autorisées comme étant une profession. Je crois que les docteurs et les chirurgiens ont eu une transformation équivalente il y a un siècle. Si on avait 100 têtes de bœufs,
ça reflétait un meilleur statut dans la société. Mais ensuite, les docteurs et les chirurgiens se sont formés, sont devenus des professions, et donc la confiance du public s'en est améliorée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une profession? Ce n'est pas partout pareil, mais les professions incluent d'habitude trois éléments. Tout d'abord, le principal résultat escompté, c'est d'offrir un service, d'habitude à la population ou à des clients. Il y a la participation qui exige une compétence qui est démontrée au pair, et ensuite la conformité à l'éthique grâce au respect des attentes en matière d'éthique. Et peut-être qu'on pourrait établir le contraste avec le modèle stéréotypé de l'industrie où on a des produits qui sont faits pour la vente, il y a le succès commercial, et la participation, c'est plutôt un succès commercial plutôt que la compétence démontrée au pair. Et ensuite, il y a le respect des lois et des règlements, parce que l'industrie est réglementée lorsque les professions se réglementent elles-mêmes. La distinction n'est pas toujours aussi proche. Mais par exemple, les industries peuvent utiliser les publicités pour que les gens achètent leurs produits. Donc, ils vont vous faire acheter une autre voiture ou une nouvelle voiture. Mais nous, on ne voit pas les chirurgiens cardiaques qui font de la publicité pour avoir plus de chirurgie cardiaque, ou que vous alliez vous faire opérer avec eux plutôt qu'avec un concurrent. Alors, avec ces trois critères, est-ce que les éleveurs en qui aussi a entraîné une grande augmentation d'élevage vert pour la volaille, les œufs, etc. Et donc, à ce moment-là, le secteur du porc, par exemple, était en concurrence avec le secteur de la volaille pour les parts de marché. C'était un peu comme Ford et GM. Maintenant, nous sommes à une époque où la demande de la nourriture va augmenter au-delà des besoins actuels parce qu'il y a la population en croissance, les changements climatiques, etc. Donc, juste ce changement-là, peu importe ce que les producteurs et leurs organisations font, donc juste ce changement-là va rendre la production alimentaire moins une industrie qu'un service. La compétence, maintenant, les docteurs ne peuvent pas juste décider qu'ils vont être médecins, il va falloir qu'ils démontrent leurs habiletés. Donc, est-ce que ça pourrait s'appliquer également à l'élevage? Il y a 50 ans, ça n'aurait pas été possible à ce moment-là. La sagesse courante, c'était que n'importe qui pouvait faire de l'élevage et il y avait des millions qui en faisaient. Dans le recensement de 1941, il y avait à peu près un demi-million de fermes qui avaient des cochons au Canada. Aujourd'hui, ce chiffre est à peu près 7000. Donc, nous avons un dixième de moins de producteurs de porc que nous avons de médecins. Donc, l'élevage d'animaux est une occupation très spécialisée avec des connaissances particulières, et certains des praticiens ont de très hauts niveaux de rendement, comme nous l'avons vu dans les statistiques qui provenaient des différents sondages que je vous ai présentés. Beaucoup de producteurs pensent que c'était une horreur pour eux de démontrer leurs compétences, mais en fait, nous avons vu une tendance en croissance pour la certification des fermes, pour les choses comme la salubrité alimentaire, la protection des animaux, etc. Donc ça provient de certaines organisations biologiques ou des détaillants. Et ceci va accroître la confiance dans certains produits, mais le CNSAE
a produit un cadre de travail pour les organisations de producteurs afin qu'ils aient un système d'évaluation du bien-être animal pour que les producteurs eux-mêmes puissent gérer un système qui va s'assurer qu'on respecte les normes reconnues. Donc ceci a été élaboré et lorsque ce sera appliqué, nous aurons un modèle beaucoup plus près du modèle professionnel. Est-ce que l'élevage pourrait avoir un système réglementaire pour s'assurer qu'il s'adhère à ce qu'on attend d'eux dans la société? Est-ce que, bon, c'est encore au début, ce que nous avons eu, ce sont les codes de pratique du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. Le point qui est important, c'est que ce ne sont pas simplement des normes de l'industrie qui ont été développées par les producteurs eux-mêmes, mais ça provient d'un processus d'élaboration de code qui implique 3 étapes. D'abord, il y a un examen scientifique parce que bon, l'élément scientifique est très très important. Deuxièmement, il y a un processus d'inclusion. Comme ça, le mouvement concerné par le bien-être des animaux sera inclus aussi. Et troisièmement, il y aura un moment où il pourra y avoir des commentaires de la population. Ceci va donner au code une légitimité que les normes habituelles ne pourraient pas fournir. C'est très très courageux de la part des producteurs d'avoir accepté ceci. Et puis lorsqu'ils respectent ce code, ça répondra aux questions d'éthique de la population. Et je vois qu'il y a également un autre élan. Les préoccupations de la population pour la salubrité alimentaire et le bien-être des animaux relèvent également des agences qui doivent faire respecter la réglementation. Maintenant, il y a des ententes formelles ou informelles entre les organisations de producteurs et les SPCA et d'autres autorités pour que les producteurs jouent un rôle clé dans le processus d'adhésion de la part des producteurs. Donc maintenant, ce sont les organisations de producteurs qui appellent les autorités lorsque c'est nécessaire. Et ceci nous rapproche du modèle de la profession médicale qui s'occupe de ces infractions elle-même et qui fait appel à la loi uniquement lorsque c'est nécessaire. Donc, pour ceci, pour le service, la compétence et le respect des attentes éthiques, bon, l'élevage ne fonctionne pas encore comme une profession, mais on voit déjà que le modèle professionnel est beaucoup plus faisable qu'avant. Qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça? Tout d'abord, ce qui est vraiment très prometteur, c'est en ce qui concerne le bien-être des animaux. Avec le temps, ça va générer la confiance envers les éleveurs, tel qu'on le voit dans les autres professions. Et bien sûr, ça va donner aux producteurs le rôle principal dans tout ceci. Alors, pour la conclusion, tout d'abord, dans les pays industrialisés, l'intensification est souvent assimilée à l'industrialisation. Et bien sûr, ceci a déclenché les mêmes préoccupations que les gens avaient durant la révolution industrielle, surtout en ce qui concerne la disparition de la vie agraire et bien sûr les préoccupations de ceux qui étaient impliqués. Et donc bien sûr là on parle du bien-être des animaux plutôt que la sécurité et la santé des producteurs et des travailleurs. Avec cette perception, les réformes sur le bien-être des animaux ont été faites en fonction de ce qui avait été fait dans les usines, mais dans le cas de l'élevage, le même type d'environnement peut donner des résultats radicalement différents en matière de bien-être animal, parce que le bien-être des animaux est affecté par les habiletés et les connaissances des producteurs et de leurs employés. Et finalement, si on change et que on devienne une activité professionnelle, ce sera une approche prometteuse pour le bien-être des animaux et pour réitérer la confiance du public envers les éleveurs. Alors la première partie de ma discussion
provient d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Comprendre le bien-être des animaux. Et ensuite, j'avais fait un article aussi, est-ce que l'élevage pourrait devenir une profession? Je serais heureux de vous l'envoyer si vous en émettez le désir. Donc alors ceci, pour revenir à cette photo, j'espère que nous aurons des réponses exactes. Ce sont des instruments pour huiler les porcs. C'était pour contrôler les exoparasites. La partie en bas, c'est la cage. Il y avait de l'huile. Et puis les cochons se gratteraient sur le haut et ceci pourrait faire rentrer de l'huile dans leur peau. Je ne sais pas si ça fonctionnait, mais je suis sûre que ces brevets sont expirés depuis longtemps. Donc si vous voulez en profiter, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Nous n'avons pas reçu de réponse correcte, malheureusement. Une personne a répondu que c'était des biscuits qui étaient très mal cuits. Bon, bien sûr, ce n'était pas bon. Tom a dit que c'était quelque chose de liquide pour les cochons. Alors lui, il avait le bon animal. Alors peut-être qu'on pourrait donner le prix à Tom puisqu'il avait le bon animal. C'est bon, c'est bon. Alors tout d'abord, des statistiques choquantes sur la mortalité. Ça, c'était un sujet. Nous avons une conférence à la fin du mois à Regina et le débat cette année, c'était pour la licence sociale dans l'élevage et puis le bien-être des animaux joue un rôle dans la licence sociale en ce qui concerne la confiance des consommateurs envers les éleveurs. Donc, je vais passer la parole à ceux qui veulent poser des questions. Il y a 180 personnes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. David, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je peux. Je voulais dire que j'aimerais avoir l'adresse courriel de Tom. Tom, est-ce que vous voudriez le mettre dans la petite boîte de questions et commentaires? Je vais répondre à une question. C'est une question d'organisation. Christy a demandé, est-ce que cette présentation sera disponible après? Oui, tous les agri-webinaires peuvent être retrouvés sur agriwebinaire.com. Donc, si vous mettez agwebinaire.com, vous allez voir tous les webinaires qui ont été mis en archive. Donc, nous avons une bonne série. Je vais vous présenter quelques dates plus tard. Christy demande à David quelle est l'opinion du marketing selon les normes aux soins. Et donc, quelle influence ça va pouvoir avoir, surtout lorsqu'on considère les parts de marché? Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez le répéter, Chris? Il y a deux questions en fait. Tout d'abord, la première question, c'est quelle est l'opinion du marketing basée sur les normes de soins et est-ce que ceci va venir miner les normes parce qu'on parle de part de marché. Merci Christy. J'espère que je vais pouvoir répondre à votre question. Si nous pensons à une compagnie comme Loblaws, qui est le détaillant le plus important, on voit qu'il y a des grandes déclarations pour assurer que dans leurs produits, le bien-être des animaux est pris en considération. Loblaws est membre associé du Conseil national du bien-être des animaux. Il se voit comme étant dans un processus. Ils ne sont pas quelque chose qui va essayer de causer du tort au processus. Donc si une compagnie telle que celle-ci dit à ses clients à telle date, nous nous attendons à vendre uniquement des produits qui font partie du processus du CNSAE pour l'évaluation du bien-être des animaux.
Je pense que ce sera une très grande étape en faveur du professionnalisme, plutôt que de s'en détourner. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question, mais je vois que le rôle des compagnies de mise en marché fera partie de la solution au problème. Très bon, merci. Et ça revient à ce qu'on parlait lorsqu'on parlait de licence sociale. Scott a posé la question. Quelle sorte de surveillance serait nécessaire pour vérifier la mise en œuvre de ces programmes, comme une vérification par une troisième partie, les groupes de l'industrie, etc. Merci Scott. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui puisse aller pour tout. Par exemple, nous avons moins de 7000 de porcheries, mais il y a 60 000 ranchs pour les veaux. Alors, juste du point de vue des chiffres, la vérification va être différente selon les secteurs. Moi, ce que je dirais, c'est que chaque organisation de producteurs reflète la nature de son secteur. Il faut développer un programme qui se conforme aux exigences de base du CNSAE et de son programme d'évaluation. Et ça veut dire qu'il y aura un certain degré d'auto-évaluation pour évaluer les problèmes. Il va y avoir également des évaluations faites par des tierces parties, avec des échantillons faits de manière périodique. On veut s'assurer que le système, peu importe ce qu'il est, marche. Et puis aussi, la base, il faut avoir une étape intermédiaire. Ce n'est pas obligé que ce soit une tierce partie, que ce soit formel comme ça. Il faudrait que il y ait un programme qui soit initié par les producteurs eux-mêmes et qu'ils le gèrent eux-mêmes aussi. Merci David. Pour finir ceci, ce serait donc un mélange de trois parties et ça peut varier considérablement dépendamment du secteur, du nombre de producteurs qui sont impliqués, etc. Pardonnez-moi l'interruption. Vous avez répondu à la question de Christy. D'abord, elle dit merci. Léonie dit merci beaucoup de cette discussion intéressante. L'évaluation du bien-être des animaux s'intéresse à l'absence ou à la présence de bien-être négatif. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Vous avez raison, Léonie. Lorsque nous voyons certaines choses comme la boiterie, les blessures aux pattes, on voit des choses négatives. Et donc, ce que je vous dirais, c'est qu'à cause des statistiques qu'on a eues dans les différents sondages, ça doit être la priorité. Il faut que ces chiffres comme la boiterie, les hauts taux de mortalité, les lésions, ces chiffres doivent être diminués. Alors après ça, alors je vais vous donner un exemple. La possibilité d'avoir un comportement naturel. Ça indiquerait un bon bien-être. Par exemple, il y a de la recherche qui a été faite par Ian Duncan. Lorsque les poules se roulent dans la poussière, ce n'est pas comme l'alimentation. C'est quelque chose qu'elles aiment bien faire. Et donc, si on pense au comportement normal des animaux, bon, il y a deux sortes de choses. Tout d'abord, il y a les tremblements. Ça c'est en réponse à un événement négatif. Et puis l'autre, c'est jouer, explorer d'autres sortes de comportements naturels qui ne sont pas en réponse à une menace.
Ce sont des choses qu'ils aiment faire, les animaux. Donc si on arrive à ce point-là, qu'on donne à l'animal la possibilité de faire, d'avoir des comportements normaux, qui ne sont pas simplement en réponse à des événements négatifs, mais qui sont plutôt des manières de s'impliquer dans l'environnement. Ça donne aux animaux un certain choix sur la manière dont ils vivent. Et ça, je pense que c'est ça l'étape où on a du bien-être positif. Mais il faut quand même résoudre les problèmes négatifs. Ça c'est la priorité principale. Merci beaucoup, David. Alors, la question de Robert, est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples de pratiques de bien-être qui sont utilisées pour les animaux, autres que l'espace et la ventilation? Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Donc, l'espace et la ventilation sont des exemples de ce que nous appellerons des normes de ce que l'on fournit, la qualité de l'air, l'espace qu'on fournit. Moi, je pense que maintenant, il faut se baser sur des normes résultats, c'est-à-dire obtenir ces objectifs pour de bas niveaux, par exemple, de problèmes de santé et de bien-être. Alors, par exemple, on pourrait faire une évaluation, on pourrait dire que la boiterie ne devrait pas être au-delà de tel pourcentage. Les ailes brisées ne devraient pas excéder un tel pourcentage d'oiseaux. Ça serait une direction importante où les gens commencent à s'engager. Mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Dans certains cas, les normes de ce qu'on fournit sont quand même assez valables. Si on sait qu'il y a un certain niveau d'ammoniac et qu'on sait que ça cause des problèmes aux poumons, c'est beaucoup plus facile de tester le niveau d'ammoniac plutôt que d'examiner les oiseaux pour les dommages aux poumons. Donc il y a la qualité de l'air, l'espace, les résultats, et à ce moment-là, bon, on peut continuer à utiliser ça. Mais il faut aussi commencer à changer et à voir quelles sont les mesures basées sur les résultats. On dit que les professions autoréglementées obtiennent ceci de la province et on doit protéger le public plutôt que de protéger la profession. Est-ce que ça correspond à votre modèle? Oui, c'est une question clé. Je crois. Ah. Et que ce n'est pas probable à court terme qu'on va permettre aux organisations d'éleveurs de s'auto-réglementer de manière qui est reconnue au point de vue légal. Donc, je crois que si on implique le secteur du détail et d'autres parties de la chaîne alimentaire, ça c'est quelque chose de très très important. Je vais recommencer. Il y a une grande tentation pour les détaillants d'utiliser des petits textes intéressants pour s'assurer qu'on respecte les normes. Par exemple, élevage libre. Ça va peut-être vendre, mais ce n'est pas une norme pour le bien-être des animaux. Si au lieu de ça, le secteur des détaillants peut faire partie de la solution pour qu'ils soient ceux qui disent nous allons acheter nos produits de gens qui se conforment aux normes acceptées. Moi, je pense que c'est ça le mécanisme qu'on devrait avoir, plutôt que les gouvernements provinciaux qui émettent des lois pour mettre la réglementation en œuvre. Il faut que ce soit professionnel plutôt qu'une réponse juridique. Je suis assez optimiste. Je pense que ce serait possible. J'espère que... donc nous avons une autre question de Jacqueline. Jacqueline pose: quelle responsabilité est-ce que les restaurants et les détaillants ont pour appuyer les éleveurs s'ils veulent être une
profession, surtout si on voit les autres possibilités qui existent. Oui, c'est une question un peu semblable, mais je vais essayer de vous donner une autre réponse, un peu plus complète. Pour les gens de l'extérieur, les clients et les détaillants, le bien-être des animaux, ce sont des systèmes de production bien définis, plutôt que des normes définies. Donc sans cage, libre, nourri dans le pré, ce genre de choses. Donc ce sont des systèmes de production définis, plutôt que d'établir des normes. Je crois qu'il y a une grande tentation pour les détaillants d'utiliser ces termes. Et je vois qu'il y a des étapes un peu encourageantes qui se produisent maintenant. Si le secteur du détail peut être inclus dans le processus, pour que, au lieu de dire simplement qu'il y a certaines normes de production, si plutôt ils choisissent des programmes, des gens qui respectent les programmes accrédités. Je crois que c'est ça la voie à prendre. Merci David. Nous arrivons à 2 heures, donc je vais vous demander si vous voulez faire quelques points et ensuite je vous prendrai la caméra et je parlerai des prochains webinaires. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire pour résumer? Non. Simplement, merci. J'étais vraiment très content de voir le nombre de personnes qui étaient présentes pour ce webinaire. Je suis très honorée que vous ayez participé et j'espère qu'on pourra continuer à en parler à l'avenir. Merci beaucoup.